Le but de la République n'est pas l'instauration de la cité parfaite, mais la conception d'un modèle permettant de penser l'âme juste. Reste à la comparer à l'âme injuste et suprêmement injuste, puisqu'il s'agit de montrer que le juste est meilleur et plus heureux que l'homme injuste. Ainsi sera achevée la défense de la justice. Il existe 4 modèles de cité et partant d'âmes injustes. Ils sont décrits dans les livres 8 et 9. La hiérarchie des cités est la suivante par ordre décroissant. Aristocratie, timocratie, oligarchie, démocratie, tyrannie. Pour analyser les cités et comprendre leur origine, il faut prendre pour point de départ l'aristocratie ou la calipolis, entendue comme cité parfaite. Dans la cité parfaite, la raison commande à l'irascible qui commande au concupiscible. La raison commande à la volonté qui commande au désir. Le caractère de l'homme juste est l'harmonie entre ces 3 éléments. La timocratie est une dégradation de l'aristocratie. L'irascible rejoint la raison au sommet de la hiérarchie. Toutes deux commandent au concupiscible. Dans cette cité, le thumos ou l'honneur est ce qu'il y a de plus important. Cette cité correspond au caractère de l'homme ambitieux. C'est un homme qui est animé d'une grande force, mais que la raison ne gouverne pas pleinement. Raison et colère font jeu égal dans cette âme. Certes, les désirs sont encore maîtrisés par la raison et la volonté prises ensemble, mais l'injustice apparaît au sens où ce qui est privilégié, c'est la reconnaissance extérieure et la réputation. L'oligarchie apparaît avec l'avènement du concupiscible qui rejoint et égale en pouvoir la raison et l'irascible. Dans l'oligarchie, les désirs ne sont plus réprimés, mais motivent les chefs de la cité. Comme le concupiscible fait jeu égal avec la raison et l'irascible, seuls les désirs nécessaires sont recherchés, les désirs non nécessaires et superflus étant encore maîtrisés. Le caractère correspondant est celui de l'homme qui recherche la richesse. Il est prudent en affaires, économe, voire avare, parce qu'il veut accumuler les biens et satisfaire les plaisirs simples. La cité oligarchique est divisée entre riches et pauvres. L'âme de caractère oligarchique est divisée, comme pour tous les avares, entre le désir de la richesse et le refus de la dépense. L'injustice existe au sens où l'honneur n'est plus recherché, mais l'argent. Le passage à la cité démocratique s'opère avec l'accession du concupiscible au sommet de la hiérarchie. Le concupiscible gouverne l'irascible et la raison. Les désirs nécessaires ne sont plus les seuls à être recherchés, mais aussi les désirs non nécessaires. L'amour qui gouverne cette cité est celui de la liberté, mais cette liberté est davantage licence qu'obéissance à la loi qu'on s'est soi-même prescrite. On peut s'étonner de ce que Platon critique la démocratie et la classe avant-dernière dans sa hiérarchie des cités. Il faut se souvenir que c'est une démocratie qui a fait périr son maître, Socrate. Elle ne signifie pas pour lui le règne de la liberté sous le régime de lois sages et justes, mais au contraire le règne de la licence méprisant les lois. La démocratie est davantage proche du désordre que de l'ordre. L'âme démocratique est licencieuse et non libre. Elle n'en fait qu'à sa tête, recherche les plaisirs avant toute chose, indépendamment de toute raison. Cette injustice est presque la pire car elle est celle de l'homme déréglé et incontrôlable puisqu'il ne se gouverne même pas lui-même. Le passage au pire des régimes, celui de la cité tyrannique, s'opère avec un dernier glissement dans la hiérarchie des âmes. L'irascible prend le pouvoir, gouverne le concupiscible et enfin la raison. C'est une cité où règne la terreur puisque le pouvoir est exercé de façon violente et arbitraire. L'âme qui correspond à cette cité est la pire de toutes et la plus injuste. Platon la compare à celle d'un homme animé à l'état d'éveil des désirs délirants et furieux qui peuvent nous emporter dans nos rêves et nos cauchemars les plus fous. C'est le règne de la monstruosité. La rage pénètre le champ des désirs qui ne sont plus seulement non nécessaires, mais immondes, contre nature, meurtriers et monstrueux. Nous tenons en ce point l'âme la plus injuste qui soit. Quand l'âme royale était gouvernée par une raison s'imposant à la volonté et au désir, l'âme tyrannique est gouvernée par la colère s'imposant au désir et à la raison réduite à bien peu de choses. L'ordre est inversé à ceci près que ce n'est plus un ordre, l'âme tyrannique est déchirée en elle-même parce que les pouvoirs y sont organisés contre la nature.
L'objet de la République est de rendre justice à la justice et de répliquer à l'idée scandaleuse selon laquelle la vie de l'injuste est meilleure que celle du juste. Les livres 9 et 10 vont réaliser la comparaison de l'âme du juste et de l'injuste. Platon emploiera au moins 3 raisons montrant la supériorité du juste sur l'injuste. Premièrement, si on considère le tyran de l'intérieur du plus profond de son âme, nous pouvons voir que cette âme est déchirée, divisée, vit dans la peur. À ceux qui affirment que le tyran est protégé, entouré d'une armée de serviteurs, Platon répond par un exemple. Supposons un tyran entouré de 50 serviteurs transportés par malheur en plein désert. La puissance du nombre l'emporterait et il serait obligé de devenir l'esclave de ses esclaves. Mais même dans la cité, il doit déjà flatter ses serviteurs pour qu'ils ne se retournent pas contre lui. Deuxièmement, l'homme injuste se croit heureux, mais il ne connaît pas le vrai bonheur, contrairement à l'homme juste. Il existe en effet 3 états, le plaisir, la douleur et l'absence de plaisir ou de douleur. Considérons que le plaisir est en haut, l'indifférence au milieu et la douleur en bas. Le sage est déjà monté jusqu'au plaisir réel et le connaît. L'ignorant n'est passé que du bas au milieu. Or, il croit être arrivé en haut par une illusion d'expérience qui est aussi une illusion morale. L'ignorant croit qu'il est plus heureux que le sage, alors qu'il ignore même ce qu'est le bonheur. Troisièmement, Socrate emploie une image pour figurer la condition humaine et donner corps à la question de l'expérience intime, de la justice et de l'injustice. Il faut imaginer 3 êtres, un petit homme, un lion et une étrange bête avec des têtes organisées en cercle. Cette bête peut changer de tête, passer de la tête d'un animal féroce à celle d'un animal doux. Ces êtres figurent les 3 parties de l'âme. La bête représente l'âme concupiscible à travers les désirs. Le lion représente la colère ou la volonté. Le petit homme représente la raison. Il faut encore imaginer tout cela dans une enveloppe d'hommes semblable à la nôtre. Si le petit homme commande au lion et avec lui gouverne la bête multiforme, nous obtenons l'homme juste. Au contraire, si dans l'enveloppe humaine, le lion et la bête multiforme gouvernent le pauvre petit homme, nous obtenons l'âme la plus injuste, celle du tyran. Ce qu'il faut retenir de tout ceci est que l'âme injuste est déchirée, divisée, sans harmonie avec elle-même. Quand bien même elle serait comblée de bienfaits, elle ne pourrait pas être heureuse. C'est cela que désiraient Glaucon et Adimante, qu'on leur montre que l'injuste, même au moment où tout semble lui sourire, est encore malheureux, parce qu'il ne peut pas être autre chose avec une âme déchirée. Par ailleurs, il voit également que le juste ne peut qu'être heureux, même au milieu des malheurs, car son âme est harmonieuse. Le livre 10 s'achève sur le mythe d'Hère le Pamphilien. Ce mythe semble clore le débat initié avec le vieux Céphale. La boucle de la République est bouclée. Céphale avait dit qu'à l'approche de la mort, les hommes craignent d'être punis dans l'Hadès. Le mythe d'Hère opère un retour vers cette crainte, mais il n'y sera pas question que de la mort. Il sera également question de renaissance. C'est en ce sens un mythe total. Hère est demeuré 12 jours comme mort et est revenu à lui sur le bûcher. À son retour d'entre les morts, il raconte ce qu'il a vu pour que cela serve d'enseignement aux autres hommes. Dans l'au-delà, il a visité un lieu avec 2 ouvertures, l'une menant vers le ciel, l'autre descendant vers l'Hadès. La première description de ce monde semble classique, distinguant les âmes récompensées des justes, qui montent au ciel quand les âmes des injustes descendent et se font punir pendant 100 ans. La seconde description n'est plus tournée vers le passé mais vers l'avenir. Les moires Cloto, Lachésis et Atropos déterminent le début, la longueur et la fin de la vie. Les âmes doivent choisir leur vie future, puisqu'elles sont appelées à renaître et à redescendre sur terre. Platon expose ici sa croyance en la réincarnation. Ceux qui se sont les mieux comportés dans leur vie écoulée ont le droit de choisir leur vie future avant les autres. Certains commettent l'erreur de choisir trop vite. Un homme saute sur la tyrannie comme sur un bienfait, convaincu qu'il connaîtra le bonheur et se rend compte qu'il mangera ses enfants. Une fois le choix effectué, tout est fixé par la nécessité et il devient irrévocable. Les âmes vont ensuite sur la plaine aride du Léthé, boivent l'eau du fleuve Amélès qui fait tout oublier. Elles vont pouvoir mener leur nouvelle vie comme si c'était la première. Le mythe d'Hère achève toute la République. Socrate a défendu la justice contre les éloges de l'injustice.
Il a tenté de montrer que le tout n'était pas de juger que la justice était meilleure que l'injustice, mais de choisir dans sa vie et dans ses actions la justice contre l'injustice. Le mythe d'Èr ne porte pas que sur une histoire imaginaire et insensée. Dans mythologique, il y a logique. Certes, Platon a voulu frapper l'imagination de ses contemporains, mais ce qu'il nous révèle, ce à quoi il veut nous porter, c'est à la question du choix de sa propre vie. Le mythe d'Èr est un appel à la responsabilité la plus grande. Nous sommes Èr, nous sommes plus précisément les âmes qu'il a vues et qui devaient choisir leur propre vie. Quel genre de vie faut-il mener pour être heureux ? Cette question qui s'est posée dans les cieux avec Èr se pose désormais à nous. De ce choix, nous sommes responsables et il est irrévocable. Qui choisit l'injustice s'engage dans une voie dont il devra assumer toutes les conséquences. Ainsi, le texte de la République retourne-t-il à la fin la charge de la preuve et de la responsabilité. Ce n'est plus à Socrate de montrer que la justice est meilleure que l'injustice. C'est à nous de faire face à nos propres responsabilités. Allons-nous choisir la vie d'une âme déréglée ou la vie d'une âme harmonieuse ? Quelle sorte de vie allons-nous choisir de mener maintenant que nous savons ce qu'il en est de la vie du juste et de l'injuste ? Tel est le moment du choix, et ce n'est pas un choix quelconque, ce n'est rien moins que le choix d'une vie. La République est une apologie, un plaidoyer en faveur de la justice. Contre les défenseurs irréfléchis de la vie injuste et du prétendu bonheur dans le mal, elle rappelle que c'est au cœur même de l'âme que se trouve le secret du bonheur propre à l'âme juste. Montre-nous les effets de la justice dans l'âme, avaient demandé les interlocuteurs de Socrate. Il leur a montré un modèle de cité idéale préfigurant l'âme du juste. La cité parfaite n'est pas la promesse d'une constitution désirable, c'est le modèle idéal d'une âme juste et exemplaire. Il reste à dire qu'une grande ombre plane tout au long du texte. Cette ombre, c'est l'ombre de Socrate. L'homme qui parle tout au long de ce texte et qui défend de façon résolue la justice est lui-même un juste qui a subi une suprême injustice. Quand Thrasymachs parle de l'injuste plus heureux que le juste, quand il oppose l'injuste suprême impuni au juste suprême maltraité, comment ne pas penser à Socrate et à sa condamnation à mort future ? C'est un juste qui sera frappé de souffrance, qui défend l'idée selon laquelle le juste est en toutes circonstances plus heureux que l'injuste. C'est aussi ce qui donne au texte tout son poids. Socrate nous le rappelle, quoi qu'il nous arrive, rester fidèle à la justice est le gage du bonheur, qu'à l'harmonie de l'âme est l'assurance d'une fidélité de soi à soi et au bien que nul mal ne saurait briser. Cela donne tout son sens à l'étrange formule qu'il prononcera à la fin de son procès, au moment même où sa condamnation à mort sera tombée. Un homme mauvais ne peut jamais faire de mal à un homme de bien. C'est en ce sens qu'il inspirera les stoïciens et qu'il enseignera à toute l'histoire de la philosophie qu'il ne faut pas craindre la mort et qu'il faut toujours pratiquer la justice. Et puisque ce texte s'achève sur la belle phrase « Nous serons heureux ici-bas et au cours de ce voyage de 1000 ans que nous venons de raconter, qu'il nous soit permis de songer que Socrate a déjà dû effectuer 2 fois ce voyage en bienheureux, car cela fait plus de 2000 ans que ce texte puissant est parvenu jusqu'à nous. Mettre l'amour dans votre cœur, mettre la sagesse dans votre tête, mettre la paix dans votre case. N'a retrouvé.